Le fils de Molière de Anigé, chapitre 12. 23 novembre 1666. En scène, s'écria Molière en tapant dans les mains. Le temps presse. La date de la fête organisée par le roi approche à grands pas. Toute la troupe assistait à cette répétition. Tous n'avaient pas à répéter ce jour-là, mais chacun voulait voir et entendre le petit prodige. 3 amis de Molière, les poètes Chapelle, Boileau et La Fontaine, avaient même pris place sur les banquettes. Michel connaissait son texte sur le bout des doigts. Il l'avait longuement travaillé et révisé maintes fois dans le calme de sa chambre. Pour le moment, seuls 2 actes avaient été écrits sur les 5 que projetait l'auteur. Les comédiens préparaient leur départ pour la cour. Molière était épuisé à force de courir. Trouver des logis à Saint-Germain pour 20 personnes n'était guère facile, et il fallait convoyer par mal les décors et les costumes. Pour l'heure, le chef peaufinait sa mise en scène. Michel, face à face avec Armande. Oui, patron, tout de suite. Acte 2, scène 3. Michel prend ta cage à oiseaux. Armande sourit. Le garçon tenta de se concentrer, alors que l'actrice, distraite, affichait une mine boudeuse et exaspérée. Les derniers échanges avaient été tendus, au point que Molière avait dû rappeler à l'ordre sa femme à plusieurs reprises. « Ne peux-tu faire un effort ?» lui demanda-t-il, « et te conduire correctement ?» Michel a un rôle important, 600 vers à déclamer. 600, entends-tu ? C'est son premier vrai spectacle, et toi, tu joues ta mijaurée. Il m'indispose avec ses mièvreries, répliqua-t-elle de mauvaise foi. Patron, voulez-vous de l'aide lança-t-elle en singeant Michel. Maître, je vais le faire, reposez-vous. Et toi, tu le cajoles, tu l'admires, la mine enfarinée. Oh, mon petit, que ce vers est bien dit, il coule de ta bouche. Molière serra les dents. Ses critiques étaient aussi mesquines qu'injustifiées. Sais-tu que l'on jase, Jean-Baptiste, persifla-t-elle de plus belle, bras croisés. Le bruit court dans Paris que ce gosse serait pour toi plus qu'un simple protégé. Que voulez-vous dire, s'étonna Michel, sans qu'elle lui répondît. Les joues de Molière s'empourprèrent sous l'offense. Un murmure outré parcourut la troupe. Lagrange se leva de sa banquette pour clamer. Encore une calomnie de mots fleuris. Vous avez raison, approuva Molière. Après avoir fait croire que j'avais épousé ma propre fille, il sous-entend aujourd'hui que j'abuse des petits garçons. Mais c'est faux, s'indigna l'intéressé. Il n'y a pas plus honnête que vous, patron. Toi, tais-toi, s'écria Armande. Tout ce qui arrive est de ta faute. Jean-Baptiste, ajouta-t-elle pour son époux, tu jettes l'opprobre sur notre théâtre. Le roi sait qu'il n'en est rien, lança le comédien, et j'ai la conscience tranquille. Il chercha à reprendre son calme et ordonna. À présent, cesse tes jérémiades et travaillons. À cause de ce gamin, insista Armande, nous allons devenir la risée de la cour. Michel lâcha un nouveau « oh », cette fois révolté. Monsieur de Molière est bon pour moi, vos mensonges sont odieux. Armande lui lança un regard qui le glaça. Elle le toisa et lui ordonna du bout des lèvres. Fais-moi grâce de tes remarques. Toi et moi ne sommes là que pour déclamer. Je n'ai rien à te dire. Vous êtes une vraie peste. Molière a eu bien tort de vous épouser. Il aurait mérité une compagne plus gentille, qui l'aime, le respecte et le soutienne. Vous dites qu'on répand des bruits sur lui et moi, mais vous, savez-vous qu'à cause de votre mauvaise conduite, on rit de votre époux. Certains le traitent même de cocu. L'histoire, hélas, était exacte. Il l'avait entendue à plusieurs reprises lorsqu'il se trouvait dans la salle avec le public. « Sale gosse !» rugit Armande. Elle lui asséna une gifle magistrale, si forte qu'il faillit tomber à la renverse. Ses oreilles bourdonnaient, le souffle lui manquait. Il se redressa immédiatement et fit front, déterminé à rendre le coup qu'il venait de recevoir. Molière s'interposa. « Assez !» Le garçon s'arrêta net, puis il regarda les comédiens de la troupe qui, horrifiés, commentaient l'événement à voix basse. Il se sentait ridicule et honteux, comme il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Muscles tendus, il se contrôlait à grand-peine. Il avait envie de pleurer, mais parvint, au prix d'un grand effort, à retenir ses larmes. Tous les yeux étaient fixés sur lui. À 2 pas, Molière réprimandait Armande, qui répliquait pied à pied. « As-tu vu avec quelle arrogance ce gosse m'a parlé » criait-elle. À force de lui passer tous ses caprices, voilà qu'il finit par en prendre à son aise. Puis, il vit la jeune comédienne passer à grands pas devant lui, furieuse pour regagner les loges. Alors, il baissa le nez et se dépêcha de l'imiter.
Son miroir lui renvoya sa gueule d'ange barrée de 5 doigts rouges. Humilié, il se barricada, bloquant la porte d'une chaise. Puis, enfermé dans la pièce, il laissa libre cours à son chagrin. Il pleura, bras croisés, en se balançant d'avant en arrière. De temps en temps, Marquise, Madeleine, Catherine ou Lagrange venaient gratter à la porte pour lui lancer des petits mots gentils et tenter de le consoler. Il n'ouvrit pas, il avait trop honte. Recevoir un soufflet en public, quel déshonneur. Dans la loge voisine, Armande et Molière se disputaient de nouveau. Le ton montait à tel point que le garçon se boucha les oreilles des 2 mains pour ne plus les entendre. Malgré cela, il n'entendit que trop bien. Il m'a ridiculisé, ce petit insolent ne serait pas si effronté si tu ne le dorlotais pas comme un mignon. En voilà assez, je te préviens, Jean-Baptiste, s'écria Armande. Je suis à bout, ce sera lui ou moi. Prends garde et fais le bon choix. Un sanglot échappa à Michel. Voilà qu'une fois encore, il allait être rejeté. Pouvait-on devenir orphelin une 3e fois, se demanda-t-il, en plongeant le visage entre les genoux. Chapitre 13, 1er décembre 1666. L'ambiance avait tourné au vinaigre. La troupe déménagea bientôt pour Saint-Germain, où elle devait jouer devant la cour. Ils partirent à 4 carrosses, en prenant bien garde de séparer la jeune comédienne du garçon. En dehors des répétitions, aucun des 2 ne voulait se trouver en présence de l'autre. Le soir de la gifle, Michel avait brusquement quitté le théâtre, sans prononcer un mot. « Ce sera lui ou moi, ressassait-il. Si Armande quittait Molière par sa faute, on aurait tôt fait de l'en rendre responsable. Il devait s'effacer. Mais pour vivre où ? Ses tuteurs de Villejuif ne voudraient pas de lui et il refusait de travailler pour Montfleury. Il ne restait plus qu'une solution. Les 8 jours suivants, il se réfugia dans un mutisme obstiné. Molière en était si désespéré qu'il n'avait pas terminé d'écrire sa pièce. Le cœur n'y était plus. Louis XIV ne verrait donc que 2 actes sur les 5 prévus. Tant pis. Le comédien avait modifié son texte en hâte, un texte à présent bancal, bâclé, mais au vers toujours charmant. À peine arrivé à Saint-Germain, chacun se mit à l'œuvre, sans plus se soucier de son voisin. On monta les décors dans le calme, et on se concentra sur le prochain spectacle. Michel regarda à peine autour de lui. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie se transformait peu à peu en une pénible épreuve. La grande fête, baptisée du joli nom de Ballet des Muses, qu'offrait le souverain à sa cour, ne le faisait pas rêver. Pourtant, 13 spectacles, aussi grandioses qu'originaux, s'y succédaient. Ni les dames, ni la musique merveilleuse de M. Lully, pas plus que les luxueuses robes des dames, rien ne l'émut. Il souffrait trop. Louis XIV en personne avait tenu à danser dans un intermède. Les courtisans applaudirent, ne tarissant pas d'éloges sur le talent de leur jeune roi. Bientôt le tour de la troupe de Molière arriva. Le chef rappela à l'ordre ses comédiens. N'oubliez pas, les vers doivent être dits simplement, comme de la prose. Cela donne plus de grandeur au texte. Déclamez avec naturel, afin que les spectateurs puissent saisir tous les sentiments. Je compte sur vous, car cette pièce est loin d'être aboutie. Surmontons ce défaut par une interprétation parfaite. Sinon, je crains que Sa Majesté ne nous en fasse reproche et qu'elle nous retire sa protection. La menace les fit se surpasser. Chacun joua à merveille, et Michel et mademoiselle Molière tout aussi bien que les autres. « Ce sera lui ou moi », avait clamé Armande. Michel garda la phrase en mémoire durant tout le spectacle. Il récita pourtant ses vers avec la tendresse d'un jeune amoureux. Quant à Mélisètre, elle lui renvoya dans ses répliques son amour de nymphe avec des regards alanguis. N'étaient-ils pas des comédiens, et parmi les meilleurs ? D'un coup, tout allait pour le mieux devant les yeux inquiets de Molière. Il soupira, un peu soulagé. Le roi applaudit beaucoup. Autour de lui, les dames étaient charmées et ne cessaient de s'attendrir sur les boucles blondes et les yeux bleus de Myrtille. À la fin du spectacle, Louis XIV fit venir le garçon afin de le féliciter. « Monsieur Baron, je vois que, malgré votre jeune âge, vous maîtrisez déjà l'art du théâtre. Votre jeunesse et votre beauté nous ont apporté un grand plaisir ce soir. Molière peut se montrer fier de votre prestation. » Michel ploya dans une profonde révérence, puis chose incroyable, il osa répondre, ce qui n'était aucunement prévu par l'étiquette. « Merci, sire. Si votre majesté m'y autorise, j'aimerais lui demander une grâce. »
et sans attendre l'accord du roi, il enchaîna. Je désire quitter la troupe de monsieur Molière pour regagner celle de mademoiselle Raisin, où je possédais de bien bons camarades qui me manquent beaucoup. Molière étouffa un cri. Armande, de son côté, lâcha un sourire de victoire. Elle avait gagné. Louis XIV observa l'enfant. À vrai dire, il n'avait pas de temps à perdre à discuter avec un comédien de 13 ans. Tout en retournant à ses occupations, il jeta « Si c'est ce que vous voulez, monsieur baron, rejoignez vos anciens compagnons. » Pour lui, l'affaire était close. Un excellent souper l'attendait et il partit d'un pas vif, entouré de ses courtisans. Molière attrapa le garçon par le bras pour le mener à l'écart. « Es-tu fou ? Qu'est-ce que donc cette lubie de retourner chez la Raisin ? » « Ce n'est pas un caprice, monsieur. Vous m'avez dit un jour que je me montrerais fort orgueilleux. C'est vrai. Je ne saurais tolérer de recevoir un soufflet en public, pas plus de votre femme que d'un autre. Comment pourrais-je regarder en face les comédiens de votre troupe après un tel affront ? Ils oublieront. Armande te présentera des excuses, j'y veillerai. » Mais Michel n'y croyait pas. Les mots résonnaient toujours dans sa mémoire. Ce sera lui ou moi. Il ne voulait pas rester comme celui qui avait rompu le mariage de Molière, celui qui avait poussé sa jeune épouse si frivole à quitter le domicile conjugal. Devant le silence du garçon, Molière supplia « Tu es le fils que le ciel ne m'a pas offert. Comment peux-tu me quitter alors que je t'aime tant ?» Michel parvint à grand-peine à refouler les larmes qu'il s'apprêtait à le submerger. Il leva le menton d'un air insolent et répliqua « Un fils ? Armande vous en donnera sûrement un autre. Moi, je ne suis que Goldange, celui de la baronne. Je vous remercie pour les bons soins que vous m'avez prodigués pendant ces derniers mois. Je n'oublierai jamais ni votre gentillesse, ni votre enseignement. À présent, je dois reprendre ma route. » Il salua et partit sans se retourner. Alors seulement, il se mit à pleurer.